Le petit village d'Agdas, près d'Alma-Ata, au Kazakhstan, attire régulièrement l'attention des journalistes du monde entier. La raison en est une clinique psychiatrique qui héberge certains des meurtriers et fous les plus brutaux que le monde ait jamais vus. L'un des pensionnaires de cet établissement y est depuis 22 ans et les médecins ne se pressent pas de le libérer. Il est fort probable qu'il y reste encore aussi longtemps. Il s'agit d'un homme qui, à la fin de l'Union soviétique, semait la peur et la terreur en surgissant de l'obscurité pour littéralement dévorer ses victimes. Aujourd'hui, nous parlons de Nikolai Tchoumakaliev. Jusqu'à l'âge adulte, rien ne semblait étrange chez cet homme du village d'Outsounagach près d'Alma-Ata. Le futur cannibale est né le 1er janvier 1952 dans une famille ordinaire, où il a grandi avec 4 sœurs. L'une d'elles a disparu plus tard dans des circonstances mystérieuses, mais il a toujours nié avoir un lien avec cet événement. Autrement, sa vie s'est déroulée sans incident notable. À l'école, le jeune Nicolas ne se distinguait ni en bien ni en mal. À 16 ans, il a fréquenté une école de conduite mais n'y a laissé aucune trace particulière. Par la suite, il a servi dans les troupes chimiques. Après sa libération de l'armée en 1974, il a décidé de devenir géologue et a postulé à l'université du Kazakhstan à Alma-Ata. Bien qu'il ait eu un certain talent pour la géologie et la technique, il lui manquait la discipline et la patience pour se préparer sérieusement aux examens. Finalement, il a échoué aux examens d'entrée. À partir de ce moment, sa vie prit un tournant dramatique vers le pire. Au cours des 3 années suivantes, Nicolet changea fréquemment de métier. Il travailla comme marin, électricien et participa à des expéditions. L'étendue géographique de ses voyages s'étendait de l'Atlantique à la République de Komi. Certains chercheurs de sa biographie pensent qu'il développa, durant son séjour dans le Nord, une philosophie troublante sur l'infériorité des femmes. Une manière de penser avec laquelle il justifia plus tard ses crimes. Cependant, tout aurait peut-être commencé encore plus tôt. Il grandit dans une famille interculturelle où les normes musulmanes traditionnelles avaient une forte influence. Avec le temps, il développa, pour des raisons inexpliquées, la conviction que les femmes étaient la source de tous les maux du monde. Sa haine pathologique envers le sexe opposé, qu'il considérait non seulement comme promiscuité, mais aussi comme une menace à la domination masculine, ne l'empêchait toutefois pas d'être populaire auprès des femmes. Beaucoup le décrivaient comme attentionné et charmant. Lui-même ne dédaignait pas les relations romantiques. Dans l'une de ses confessions, il se souvenait « J'ai commencé ma vie sexuelle en 1970, à 18 ans, et j'ai toujours eu plusieurs copines. Elles m'aimaient, mais je ne sais pas pourquoi. En 1977, Tatiana P. m'a infecté de la syphilis, et en mai 1978, une fille nommée Liouba m'a transmis la trichomonase. Parallèlement, il considérait toute égalité dans les relations comme dégradante. Cela le conduisit progressivement à l'idée de se venger des femmes. Pour les lois de la nature, car dans sa vision du monde déformé, l'homme devait surpasser la femme en tout. Cependant, sa philosophie maladive ne se limita pas à une simple élucubration. En 1978, il s'installa finalement au Kazakhstan et prit un poste de nuit chez les pompiers. Il existe une théorie selon laquelle de nombreux criminels psychopathes sont liés d'une manière ou d'une autre aux forces de l'ordre. À cette époque, les pompiers faisaient officiellement partie du ministère de l'Intérieur. Cependant, cela reste une hypothèse, tout comme l'idée que Nikolai aurait pu planifier son premier meurtre pendant plus de 2 ans, considérant ses cauchemars récurrents de cadavres démembrés comme une forme de préparation. Remarquablement, sa première victime ne correspondait en rien à son idée d'une femme dépravée. Il s'agissait plutôt de Nadejda Yeroïna, une fervente croyante. La jeune fille rentrait du service religieux sur la route entre Oussounagach et Maïboulak lorsqu'elle fit une rencontre fatale avec un jeune homme apparemment amical qui lui coûta la vie. Le meurtrier décrivit ce moment lors des enquêtes ainsi. En me rendant sur l'autoroute Oussounagach-Maïboulak, j'ai vu une jeune femme. Elle marchait seule, tout en moi s'est mise à battre et je me suis précipité derrière elle. Lorsqu'elle a entendu mes pas, elle s'est retournée. Mais je l'ai rattrapée, saisie par le cou et traînée vers la décharge. Elle s'est débattue, alors je lui ai tranché la gorge avec un couteau. Puis, j'ai bu son sang. Ce premier meurtre aurait pu être le dernier, si un bus n'était pas apparu sur la route à ce moment-là. Mais il fit preuve d'un sang-froid effrayant. Il se coucha à côté du corps inerte de Yeroïna et resta caché. Plus tard, il se souvint.
Quand le bus est passé, j'ai réchauffé mes mains sur son corps, puis j'ai commencé à la déshabiller et à la démembrer. Quand il a décidé que tuer ne suffisait pas et qu'il devait manger ses victimes reste flou. Mais dès sa première victime, elle était pour lui non seulement une vengeance, mais aussi une proie. J'ai fondu une partie de la graisse, salé une autre et mangé. Une fois, j'ai passé la viande au hachoir. Toute la viande n'a été consommée que par moi, je n'ai nourri personne avec. Je l'ai mangée pendant environ 1 mois. La première fois, c'était difficile, mais ensuite je m'y suis habitué. Il parlait de ses actes avec une froideur effrayante qui glaçait le sang des enquêteurs les plus aguerris. Ce qui restait de la femme fut retrouvé plus tard. Mais de Nikolai, aucune trace, comme s'il s'était volatilisé. Au cours des 6 mois suivants, 5 autres femmes perdirent la vie. Cependant, cette fois-ci, cela ne se produisit pas uniquement sur des routes de campagne obscures ou des chemins isolés. Certaines disparurent sans laisser de traces sur le chemin du retour du travail, d'autres furent tuées dans leurs propres appartements. Un jour, il pénétra dans une maison privée et tua une mère et sa fille. Plus personne ne se sentait en sécurité. Plus tard, lors des enquêtes, il expliqua qu'il avait tué l'une des femmes simplement parce qu'elle sortait propre et soignée d'un bain public. La peur s'empara de la communauté. Les femmes n'osaient presque plus sortir de chez elles. Puis un événement inattendu se produisit. Les meurtres cessèrent soudainement. Le tueur fut arrêté, mais pas pour meurtre. Le 21 août 1979, il célébrait avec des collègues de la caserne de pompiers dans sa datcha. En plus de sa passion principale, il avait un faible pour la chasse. Ce soir-là, il voulait fièrement montrer son fusil de chasse à ses amis. Mais soudain, un coup partit. Selon une autre version, ce fut intentionnel, et un de ses collègues mourut sur le coup. Des témoins oculaires rapportèrent que Nikolai était visiblement choqué. Il tenta d'enterrer le fusil, s'enfuit, mais fut rapidement arrêté. Il fut condamné à 4 ans et demi de prison pour homicide involontaire. Un examen psychiatrique judiciaire diagnostiqua une schizophrénie sans se rendre compte de la vérité proche. Plus tard, ce diagnostic lui fut retiré. Grâce à des références positives de son lieu de travail, il fut finalement transféré dans une colonie pénitentiaire avec des conditions relativement clémentes. Le week-end, il était même autorisé à sortir en ville. Peu de temps après, les meurtres reprirent. Bien qu'ils fussent plus rares, ils continuaient de terrifier les habitants du Kazakhstan. Personne n'aurait pu imaginer que derrière cet homme calme et travailleur, qui purgeait une peine pour une bagarre en état d'ivresse, se cachait un véritable monstre. Et personne ne le soupçonnait jusqu'au 18 décembre 1980, lorsque tout recommença. Cela commença par une fête apparemment inoffensive. Le criminel accorda une attention particulière à l'une des jeunes filles, et après une conversation stimulante, ils se retrouvèrent ensemble au lit. Mais après l'intimité, il tua sa victime et profana horriblement le cadavre. Poussé par sa soif incontrôlable, il ne s'arrêta pas. Il poursuivit ses actes odieux. Ses compères ivres le surprirent alors qu'ils entraient à l'improviste dans la chambre. Ce qui se passa ensuite fut plus rapide que jamais. Probablement personne n'avait jamais alerté la police avec autant de panique et d'ivresse. Mais le plus surprenant fut que les policiers ne crurent d'abord pas les témoins terrifiés. Nikolai, allons, c'est un homme normal. Je ne sais pas ce que vous avez pu voir en étant ivre. Ce n'est que lorsque les agents atteignirent le village enneigé et entrèrent dans la maison où le crime s'était déroulé que leurs doutes s'évanouirent. Ce qu'ils virent était si atroce que même les enquêteurs les plus aguerris furent au bord de la nausée. Pourtant, il ne montra aucun signe de panique. Il était allongé, parfaitement calme, à côté du corps mutilé. Mais lorsqu'il aperçut les policiers, quelque chose se produisit en lui. Il saisit soudainement une hache et s'enfuit, totalement nu, vers les montagnes. Mais cette fois, la nature n'était pas de son côté. C'était décembre, un froid glacial, de la neige. Il ne pouvait pas s'échapper longtemps ainsi. Le lendemain, il fut retrouvé dans la maison d'un parent et arrêté. Pourquoi n'a-t-il pas été abattu sur le champ? Pourquoi ne l'a-t-on pas laissé mourir immédiatement? Se demanderont certains. Mais c'était une autre époque. À l'époque, on pouvait plus facilement être exécuté pour des infractions de devise que pour meurtre ou même cannibalisme. Et une fois de plus, le diagnostic de schizophrénie, qui lui avait déjà été retiré, le sauva de la peine de mort. En 1981, il a été interné dans une clinique psychiatrique spécialisée fermée à Tachkent, où il a passé les 8 années suivantes.
Mais avec la chute de l'Union soviétique et le chaos qui a suivi, les médecins ont commencé à prendre des décisions douteuses. Ils ont déclaré que Nikolai s'était amélioré et l'ont transféré dans une clinique psychiatrique ordinaire. Pour le transport du criminel, seules 2 personnes ont été désignées, un infirmier et une infirmière. Il est à peine croyable qu'un des criminels les plus dangereux de l'Union soviétique ait été transféré avec une escorte aussi faible. Et bien sûr, comme dans les meilleures histoires criminelles, il a désarmé ses soi-disant gardiens sans grande difficulté et s'est échappé. Pendant presque 2 ans, il s'est caché dans les montagnes entre le Kazakhstan et le Kirghizistan, réussissant à rester maître dans l'art de l'invisibilité. Non seulement la police, mais aussi l'armée le recherchait. Même des deltaplanes ont été mobilisés pour traquer le fou. Au début, l'armée montrait peu d'intérêt pour la chasse aux fugitifs. Mais Alexander Tselichenko, chef de la police criminelle de la région d'Issik-Kul, savait comment les convaincre. Plus tard, il a raconté aux médias kirghizes que les soldats étaient préoccupés par un fou. Puis, je lui ai rappelé que les femmes des officiers de son unité étaient considérées comme les plus belles du district. Cela a eu l'effet escompté. Les soldats ont craint pour leurs épouses. Mais le fugitif avait toujours une longueur d'avance sur eux. Il a fait passer une lettre des montagnes par un contact jusqu'à Moscou puis jusqu'à Bichkek. Son contenu était aussi inquiétant que provocateur. Je ne reviendrai pas avant longtemps. Ici, il y a beaucoup de belles femmes. Personne ne remarquera leur disparition. La presse a repris la lettre et les enquêteurs ont alors concentré leurs recherches sur la capitale. Mais pour Nicolas, les montagnes devenaient trop risquées. Il a donc élaboré un nouveau plan. Il s'est fait passer pour un voleur de moutons chinois et a commis volontairement un délit mineur pour se faire emprisonner et se fondre discrètement dans la masse. Au début, tout s'est déroulé comme prévu. Il a été arrêté et placé en détention provisoire pour suspicion de vol de bétail. Cependant, il y a eu un problème. Le fugitif n'a pas pu expliquer de manière crédible comment il avait traversé la frontière. Cela a éveillé la méfiance de la police. Lorsqu'une équipe d'enquête de Moscou est arrivée, ils ont immédiatement compris qui ils avaient en face d'eux. Il a alors été de nouveau interné dans une clinique psychiatrique. Il vécut une nouvelle ère. Les années 90 chaotiques, les meurtres commandités, les explosions, les chars tirant sur le Parlement. Puis, en 1994, un événement totalement incroyable se produisit. Les médecins à Tachkent le libérèrent. Oui, cette information est officielle et peut être trouvée dans des sources ouvertes. Formellement, il fut jugé guéri. En réalité, les autorités ouzbèques voulaient simplement se débarrasser de ce dangereux criminel venu d'un pays étranger. Ainsi, il retourna dans son pays natal. Mais là-bas, sa vie devint un enfer. Les femmes exigeaient qu'il soit escorté par la police pour aller et revenir de son travail. Les hommes lui crachaient au visage en pleine rue. Il ne supporta pas cette pression et tenta de fuir à nouveau. Il se retira d'abord dans les montagnes. Puis, il décida de retourner volontairement à la clinique psychiatrique de Tachkent. Cependant, il n'y arriva jamais. Avec un faux passeport, il atteignit Bichkek, où il se retrouva ivre dans un centre d'accueil. Peut-être cela faisait-il même partie de son plan. Au lieu de le ramener à l'hôpital, on le renvoya simplement chez lui. Il s'enfuit donc à nouveau et passa une autre année caché dans les montagnes. De là, il fut finalement transféré dans un établissement psychiatrique spécialisé. En 2014, les enquêteurs ont réussi à prouver la culpabilité de Nikolai pour un autre meurtre, sa 10e victime connue, tuée en 1990 à Aktob. Il s'est avéré que le criminel ne s'était pas seulement caché dans les montagnes lors de sa première fuite, mais avait voyagé à travers toute l'Union soviétique. Un jour, le destin l'a conduit dans une grande ville de l'ouest du Kazakhstan. Peu avant de quitter cette ville, il a fait une autre victime. En passant, il a remarqué une jeune femme qui se changeait, les rideaux ouverts. Elle était venue d'un village pour étudier en ville et avait loué une petite chambre dans une maison privée. Il a brisé la fenêtre et s'est jeté sur elle. La suite des événements est facilement devinable. Ce crime serait probablement resté inconnu si, 24 ans plus tard, une équipe d'enquêteurs ne s'était pas penchée à nouveau sur les anciens dossiers. En examinant les archives, ils ont constaté des similitudes avec les autres crimes de Tchoumakaliev. Pour confirmer leurs soupçons, un faux patient a été infiltré dans sa clinique psychiatrique. Lors d'une conversation, le meurtrier a rapidement avoué le crime. De plus, il a été reconnu par le fils de la propriétaire de la maison. Son témoignage a été documenté dans le dossier. J'ai vu que les rideaux de la maison n'étaient
pas tirer. Bien que Gulmiram les tirait toujours, elle était très timide. La lumière était allumée et j'ai remarqué qu'un étranger était dans la chambre. J'ai hésité une seconde, mais à ce moment-là, un homme d'environ 35 ans est sorti avec un couteau à la main en criant « Recule, je vais te tirer dessus !» Sa bouche était ensanglantée et il s'est enfui. En réalité, il pourrait y avoir eu bien plus de 10 victimes. À un certain moment, Nicolas était même considéré comme le plus sanguinaire des fous de l'Union soviétique. On supposait qu'il pourrait avoir dépassé Andreï Sikatilo en nombre de victimes. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles, lors de sa dernière fuite dans les montagnes, des cadavres mutilés de jeunes femmes avaient été retrouvés à plusieurs reprises. Cependant, il n'a jamais avoué ces meurtres et a finalement coupé toute communication avec le monde extérieur. En 2017, il a interdit aux journalistes d'écrire à son sujet. Pourtant, il avait été remarquablement loquace par le passé et avait probablement donné plus d'interviews que tout autre cannibale connu, y compris de nombreuses vidéos. Désormais, Tchoumakaliev, âgé de 68 ans, se trouve tranquillement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité. Avec ses cheveux grisonnants et son apparence frêle, il ressemble aujourd'hui à un vieil homme ordinaire. Mais l'horreur qu'il a semée ne sera jamais oubliée. Au milieu des années 90, la région de l'Altaï a été bouleversée par l'histoire d'un cannibale qui avait assassiné plusieurs personnes au cours de sa carrière criminelle. En raison de ses atrocités, il a été inscrit dans l'encyclopédie criminelle de Russie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur cette histoire effrayante qui continue de choquer de nombreuses personnes. Comment cet homme est-il devenu un cannibale brutal ? La deuxième partie de cette histoire est encore plus troublante car elle raconte une découverte horrible dans une cave. Les enquêteurs y ont trouvé plusieurs bocaux d'1 litre contenant de la chair humaine, mais procédons par ordre. Cette histoire a bouleversé tout l'Altaï. Avant sa carrière criminelle, on savait peu de choses sur lui, mais un seul fait suffit pour comprendre comment un garçon ordinaire d'une petite ville est devenu l'un des criminels les plus dangereux de Russie. Il s'appelait Alexander Maslitch, né en 1971 à Alaïsk, dans la région de l'Altaï. Il a passé son enfance et son adolescence dans un environnement socialement dysfonctionnel. Ses 2 parents étaient alcooliques. Selon ses dires, son père était également dépendant à des substances illégales, raison pour laquelle il est né avec des problèmes de santé. Dès son enfance, il avait tendance à être agressif et à faire des fugues, s'enfuyant souvent de chez lui après avoir été maltraité physiquement par ses parents et avait de sérieux problèmes à l'école. Il a été enregistré à plusieurs reprises au commissariat des mineurs. À l'âge de 12 ans, en raison du mauvais comportement et de l'alcoolisme de ses parents, il a été envoyé dans un internat pour adolescents difficiles. En réalité, il était orphelin de père et de mère. À l'internat, il a été maltraité physiquement et psychologiquement par des élèves plus âgés. Après sa sortie, il a mené une vie criminelle et asociale, commettant des vols de voitures et des agressions. Extérieurement, il était grand et mince, mais intérieurement, il était renfermé et peu sûr de lui, incapable de se défendre. Des années plus tard, pendant le procès, certains jurés n'ont pas pu retenir leurs larmes lorsqu'ils ont appris son enfance difficile. Après avoir quitté l'internat, il a décidé de lutter contre le mal par des méthodes radicales. Il voulait punir ceux qui faisaient du mal aux mineurs. Lors de ses entretiens avec les enquêteurs, il se décrivait comme un nettoyeur de la forêt. Cependant, sa carrière criminelle a commencé par des délits mineurs, et c'est lors d'un de ces délits qu'il a tué quelqu'un pour la première fois. Il s'est ainsi retrouvé dans une colonie de haute sécurité à Barnaoul. Le crime suivant qu'il a commis était déjà conforme à son idéologie, à savoir punir les criminels. En 1991, il a tué un codétenu, ce qui lui a valu 12 ans de prison et le statut de récidiviste. Après cela, même les détenus les plus dangereux avaient peur de se retrouver dans la même cellule que lui, et pour cause. Sa peine s'est allongée jusqu'à devenir une peine à perpétuité, car chaque nouveau crime commis derrière les barreaux était de plus en plus sophistiqué et brutal. Plus tard, il a été transféré à la prison préventive Ndegro 1 de Barnaoul, où il a élaboré un plan ingénieux qu'il a mis en œuvre avec détermination. Il souhaitait être envoyé au centre scientifique Serbski de psychiatrie sociale et légale à Moscou. C'est là que les criminels les plus dangereux étaient envoyés pour être examinés et que leur responsabilité pénale était déterminée, en particulier dans le cas d'une condamnation à mort ou à la prison à perpétuité.
Dans les années 90, cet établissement était considéré comme une sorte de lieu de villégiature pour les détenus, car le voyage vers la capitale et l'examen duraient plusieurs mois. Pendant cette période, il était possible de se remettre des dures conditions de détention. De plus, beaucoup espéraient y obtenir le statut d'irresponsabilité pénale, qui pouvait alléger leur peine. De nombreux prisonniers considéraient qu'il était plus facile de s'échapper de là que de la prison de Barnaoul. Alexander partageait une cellule avec un criminel condamné pour avoir agressé une mineure. Leur relation n'était pas harmonieuse. Un soir, le nouveau voisin a commencé à se vanter de ses exploits et à raconter ses crimes avec un plaisir non dissimulé. Il a même plaisanté avec Alexander en lui disant qu'il torturait cruellement ses codétenus. En réponse à ces propos, une dispute a éclaté. Au milieu de la dispute, Alexander a passé une corde autour du cou de son voisin et l'a étranglé. Il a laissé le cadavre dans la cellule et a rapidement été qualifié de cannibale. Bien qu'il ait lui-même affirmé avoir goûté à la chair humaine avant son arrestation, cet incident a été déterminant. Alexander était certain qu'il serait déclaré irresponsable et interné dans un établissement psychiatrique si les gardiens l'observaient en train de manger la chair de son compagnon de cellule. Il utilisa comme arme le stylo à billes ordinaire qu'il avait taillé sur le sol de la cellule. Il poignarda d'abord sa victime, puis fit cuire ses organes dans un lavabo et les mangea. Cependant, aucun des employés ne déclara avoir été témoin de la scène. Peut-être ont-ils préféré fermer les yeux. Comme le droit russe ne prévoit pas d'article spécifique pour le cannibalisme, il a été transféré en 1994 dans le centre d'isolement pénitentiaire d'une colonie pénitentiaire à Rubkovsk en tant que délinquant particulièrement dangereux ayant enfreint le régime. Les autorités craignaient que son comportement ne provoque des troubles de masse parmi les détenus. Sergueï Voronin, criminologue, se souvient. Cette année-là, j'ai été envoyé en mission à Rubkovsk pour examiner une autre affaire. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris le meurtre flagrant et j'ai décidé de rencontrer le coupable. À ma grande surprise, il m'a donné l'impression d'être une personne agréable. Il s'exprimait de manière cohérente et compétente, son comportement était approprié et même courtois. Il n'y avait aucune trace d'agressivité. Il était grand, mince, mesurant près de 1,80 m. Sa motivation était évidente. Il souhaitait être déclaré irresponsable et avait créé toute une légende à cette fin. Edward Bauer, enquêteur dans cette affaire devenu plus tard avocat, a ajouté « À mon avis, c'était un criminel ordinaire qui nourrissait une rancune envers les gens. L'examen médico-légal a révélé qu'il était parfaitement responsable de ses actes. Pendant la rencontre, il est resté calme et n'a montré aucune crainte, bien que de telles conversations aient toujours lieu sous surveillance et en présence d'un chien policier. Au moment de son dernier crime, son histoire fictive avait pris la forme d'un scénario bien pensé, et le meurtre lui-même était devenu une sorte de mise en scène. Dans la cellule de la prison de Rubkovsk, il s'est retrouvé avec des délinquants tout aussi dangereux. Tous trois avaient à peu près le même âge. Alexander avait alors un peu plus de 20 ans. Il avait déjà été condamné 4 fois, dont une fois pour meurtre. Son compagnon de cellule avait 25 ans et avait été condamné 3 fois pour vol et cambriolage. Le troisième, Alexei Dzuba, qui allait devenir la victime, avait le même âge qu'Alexander et n'avait été condamné que 2 fois pour vol et cambriolage. Ils rêvaient tous d'aller précisément dans ce centre de Moscou. Dzuba en était l'initiateur. Si ce n'était pas à Moscou, alors au moins dans une autre ville, afin de changer de cellule. Il pensait qu'un meurtre était le moyen le plus simple d'y parvenir. Lussov, qui était taciturne, approuvait toujours les plans du meneur, et Alexander, qui avait déjà commis de tels actes, a immédiatement soutenu l'idée. Ils ont décidé de tuer leur 4e compagnon de cellule, mais celui-ci s'est avéré résistant et a survécu au coup. Il a finalement été transféré dans une autre cellule. Dzuba a alors proposé un nouveau plan. Alexander a commencé à jouer la comédie afin de rendre sa légende psychiatrique plus crédible. Il a raconté à tout le monde qu'enfant, il aurait mangé des tartes à la chair humaine et qu'il n'avait jamais pu oublier ce goût. Dans sa cellule, il a même réalisé une affiche sur laquelle était écrit « Je veux manger quelqu'un ». L'anti-héros a décidé de se venger de Dzuba. La nuit précédente, il dessina à nouveau sur un morceau de carton, cette fois-ci l'image d'un corps démembré. Lorsque le gardien s'endormit pendant la nuit, Alexander se mit au travail. Il passa une corde autour du cou de Dzuba tandis que Lussov maintenait la victime par les jambes. Le cadavre a été découpé à l'aide de lames de rasoir. Les organes internes ont été prélevés.
Un peu de sang a été bu et les organes ont été cuits dans les toilettes en utilisant du coton brûlé pour les chauffer. Lousov a refusé de participer à ce repas macabre, tandis qu'Alexander a goûté un petit morceau de foie. Il n'a pas pu l'avaler, mais l'a mis dans sa bouche. Une expertise ultérieure a confirmé la présence d'empreintes de dents sur le morceau de foie. Les enquêteurs du parquet ont estimé qu'il n'avait pas agi par plaisir, mais pour goûter à la liberté, aussi absurde et inquiétant que cela puisse paraître. En raison de l'épaisseur de la porte de la cellule, il était difficile de surveiller ce qui s'y passait, et les fenêtres n'étaient pas équipées de barreaux, de sorte que le vent nocturne d'été a temporairement effacé les traces du crime. Le matin, les hommes ont avoué leur crime de leur plein gré et ont déclaré « Nous avons mangé Zuba ». Au tribunal, ils ont immédiatement plaidé coupables et ont finalement été transférés dans le centre de détention tant attendu. Là, les médecins ont déterminé que Maslich et Lousov avaient seulement simulé le cannibalisme et les ont tous deux déclarés responsables de leurs actes. Pendant l'enquête, Alexander a commis un autre meurtre. Il a tué un codétenu qui refusait de payer une dette de jeu. En 1996, il a été condamné à 15 ans de prison, tandis que Maslich risquait la peine de mort. Cependant, en raison du moratoire, sa peine de mort a été commuée en prison à vie. Il a été transféré dans la prison la plus tristement célèbre de Russie, le Dauphin Noir, dans la région d'Orenbourg. En 2015, Alexander Maslich est décédé, les circonstances exactes de sa mort restant inconnues. En 2005, une émission spéciale intitulée Pure Confession Cannibales a été diffusée, dans laquelle Alexander Maslich était l'un des personnages principaux, aux côtés d'autres criminels notoires. Dans l'interview, il a tenté de rejeter la responsabilité sur Ciuba, le codétenu qu'il avait tué, et s'est plaint de son état de santé. Plus tard, dans le cadre d'un autre projet, télévisé, il s'est à nouveau plaint de ses conditions de détention et de la détérioration de sa santé. Rendez-vous maintenant à Novaya Kachovka, où les mères, les maris et les enfants des femmes victimes d'un autre individu dangereux devaient se réunir dans la salle d'audience. Cette histoire ressemble davantage à un film d'horreur qu'à la réalité. Dans la cave d'une des maisons, les enquêteurs ont fait une découverte macabre. Des dizaines de bocaux d'1 litre remplis de chair humaine y étaient entreposés. L'affaire du monstre de Novaya Kachovka présentait une particularité étrange. Personne n'avait même tenté de retrouver l'une de ses victimes. Les médias ont largement couvert ces crimes atroces, mais les femmes que le meurtrier conservait dans des bocaux de 3 litres n'ont pratiquement pas été mentionnées. Novaya Kachovka est une ville tranquille, réputée pour sa sérénité, et de telles atrocités y sont extrêmement rares. Pourtant, la réputation de la ville a été détruite par l'un de ses habitants. L'arrestation a eu lieu en janvier, et aujourd'hui encore, des curieux viennent dans le quartier pour voir les fenêtres de l'appartement où vivait le cannibale. Le suspect n'a pas nié avoir préparé un ragoût avec ses victimes et l'avoir mangé avec plaisir. Une expertise médico-légale a confirmé que le meurtrier était responsable de ses actes et les avait commis en toute conscience. Vladimir Dolgui, qui travaillait comme gardien de cimetière, habitait dans la rue Pionerskaya. Ses voisins le décrivaient comme un homme courtois et sympathique. Il remarquait toutefois qu'il invitait souvent des femmes chez lui, ce qui semblait étrange après son divorce. Selon les propres déclarations de Vladimir, il trouvait plus facile de vivre avec des femmes qui n'avaient aucune exigence et ne le critiquèrent pas. Un jour, il poignarda l'une de ses invitées et en conclut que personne ne recherchait ces femmes et qu'elles ne manquaient à personne. Il décida alors de goûter à la chair humaine. Chaque festin avec une nouvelle victime se terminait par la mort de celle-ci. Comment se déroulèrent les meurtres ? Il invitait d'abord la femme dans la cuisine, la faisait asseoir à table et la poignardait soudainement. Dans sa déposition, il a déclaré « J'ai soigneusement séparé la chair de la peau. La graisse était particulièrement savoureuse. Je l'ai coupée en petits morceaux. J'ai fait bouillir la tête pour qu'elle ne remonte pas à la surface de la rivière. » C'est ainsi que les femmes marginalisées ont disparu les unes après les autres. Le cannibale ne se contentait pas de manger ses victimes, il les conservait également sous forme de viande en conserve. Son festin cruel aurait pu se poursuivre s'il n'avait pas été interrompu par un hasard. La dernière invitée de Vladimir était Irina, qui aurait pu devenir sa 11e victime. Cette nuit-là, sous l'influence de l'alcool et de la drogue, Vladimir a tué une compagne de beuverie sous ses yeux et s'est vanté d'avoir auparavant assassiné son ami de la même manière. Après le meurtre, il a découpé le corps dans la salle de bain, a cuit la viande et l'a proposée à Irina.
Il prévoyait de se débarrasser des restes pendant la nuit. Pendant qu'il s'occupait de cela, Irina, terrifiée, s'est cachée chez une amie et s'est rendue à la police le lendemain. Vladimir a été arrêté. Lors de la perquisition de son appartement, les enquêteurs ont trouvé un grand nombre de boîtes de conserve remplies de ragoûts qui occupaient tout le garde-manger. Au total, 22 boîtes contenant de la chair humaine ont été dénombrées. Il est particulièrement remarquable que Vladimir savait exactement quelle chair se trouvait dans chaque boîte. « Voici Lyuba et voici Valia », disait-il. Selon ses déclarations, une personne donnait 3 boîtes de ragoût. Au total, il avait tué 9 femmes et déjà consommé le contenu de 8 boîtes. Les poursuites judiciaires se sont avérées difficiles. Les restes mortels de nombreuses victimes n'ont pas pu être retrouvés car il les avait jetés dans la rivière et personne n'avait signalé leur disparition. Les conserves n'ont pas non plus pu être utilisées comme preuve complète, car les experts ne disposaient pas de l'équipement nécessaire pour effectuer une analyse précise. Vladimir a avoué les meurtres et risquait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Un expert médico-légal qui l'a examiné après son arrestation a conclu qu'il s'agissait d'un cas unique. Ces actes trouvaient leur origine dans un traumatisme psychologique. Il aimait beaucoup sa mère et a beaucoup souffert de sa mort. Il était méticuleux, sportif, mais avait de sérieux complexes dans ses relations avec les femmes. Un jour, son ami lui a pris une prostituée et, remarquant la timidité de Vladimir, a lui-même couché avec elle. Vladimir a alors développé une haine profonde envers ce type de femme. Lors d'une autre visite, il a tué son ami et a contraint la femme à se taire en la menaçant de la dénoncer comme complice. Il a découpé le corps de son ami et l'a jeté dans la rivière. La femme est restée avec lui pendant un certain temps, mais il l'a également tuée par la suite. Selon ses dires, il trouvait même agréable de tuer une femme. Vladimir a donc continué à inviter des femmes chez lui, à les tuer et à en faire du ragoût. Il a finalement été retrouvé et arrêté. Il a avoué 36 meurtres, mais seuls les restes. De 9 victimes ont pu être retrouvées dans la rivière. 3 jours après son arrestation, à l'automne 2004, Vladimir Dolgui a soudainement été victime d'un grave accident vasculaire cérébral et est décédé. À la question des journalistes qui lui demandaient s'il avait peur de la prison, il a répondu « Non, je n'ai pas peur, mais j'ai compris ce que j'ai fait ». Il a pleinement reconnu sa culpabilité et attendait sa condamnation, mais il est décédé dans sa cellule à l'âge de 43 ans. Il est à noter qu'il n'avait auparavant aucun problème cardiaque connu. Dans le petit village de Podbor, dans la région de Pskov, en Russie, un événement sinistre s'est produit entre 2004 et 2005. En un an, presque tous les habitants ont disparu sans laisser de traces, à l'exception d'un retraité. La police était face à une énigme. Aucune trace, aucun indice. Le village était déjà petit. Il ne restait que 6 maisons, dont 2 étaient abandonnées. Les premières inquiétudes ont été exprimées lorsqu'une femme s'est rendue à la police locale. Son frère, Vladimir Ivanov, avait disparu. Il rendait régulièrement visite à sa sœur, mais depuis 5 semaines, elle n'avait plus de nouvelles. Inquiète, elle s'est rendue à sa maison. Sa colocataire, Anna Kuzmina, a affirmé qu'il l'avait quittée après une violente dispute et était parti il y a 1 mois et demi. « J'ai appelé tous les parents, mais personne ne l'a vue », a expliqué Galina Ivanova, sa sœur. Les enquêteurs se sont rendus dans ce village isolé. Il ne restait plus que 5 personnes. Une colonie abandonnée et oubliée, où d'autres personnes devaient bientôt disparaître. Des entretiens avec les habitants ont révélé que Vladimir buvait rarement de l'alcool. Mais quand il le faisait, ses disputes avec Anna se terminèrent souvent en violents affrontements. Après la dernière grande dispute, il a quitté la maison en colère et a disparu sans laisser de traces. La colocataire a donné plusieurs explications possibles aux enquêteurs. Peut-être était-il parti à Saint-Pétersbourg ou dans la région de Leningrad pour gagner de l'argent, mais la recherche du disparu est restée vaine. Ce n'était que le début d'une sombre histoire. 2 mois ont passé, mais Vladimir restait introuvable. Une autre déclaration de disparition est venue du village. Galina Semyanovna Volchichina, âgée de 63 ans, avait disparu. Son ancien colocataire, Anton Serjogin, a contacté les autorités. Galina et moi vivions ensemble dans le village de Stchegli. Il y a environ 1 an, nous avons eu une dispute, après quoi elle a déménagé à Podbor. Il y a 14 jours, elle m'a rendu visite
et a dit qu'elle voulait partir à Saint-Pétersbourg chez des parents. Elle m'a donné sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone. Je voulais lui dire au revoir, mais quand je suis arrivé chez elle, elle n'était plus là. La porte était fermée. Les enquêteurs ont vérifié les déclarations de Serjogin. Il a été confirmé que Galina vivait bien à Potbor. Les villageois ont assuré qu'elle était partie volontairement pour Saint-Pétersbourg. Anna a même affirmé qu'elle lui avait dit au revoir personnellement à la gare routière. Nous avons acheté de l'alcool au magasin et sommes allés à la rivière pour boire un verre ensemble avant son départ. Nous étions 5, tous du village, chacun a bu un peu. Ensuite, les hommes sont rentrés chez eux et j'ai accompagné Galia à l'arrêt de bus et l'ai mise dans le bus, a expliqué Kuzmina. À ce stade, les enquêteurs n'avaient aucune indication que Volchichina pouvait avoir subi du tort. Mais la retraitée n'est jamais apparue à Saint-Pétersbourg. Et personne n'a jamais entendu parler d'elle à nouveau. Un mois plus tard, en février, la prochaine personne a disparu du village. La déclaration de disparition a été déposée par Sergei Yefimov d'un village voisin. Il est né en 1959 dans le village de Pouchkinsky-Egori dans la région de Pskov. Il était chauffeur de tracteur de profession. Il était marié, mais a divorcé en 2000 et s'est installé à Podbor, a raconté un ami à lui. Après la disparition des 2 premiers habitants, il ne restait plus que 3 personnes à Podbor. Anna Kuzmina, Vladimir Schmidt et la résidente de Datcha Lyubov Baskakova, qui ne venait au village que le week-end. Comme la communication avec le monde extérieur était difficile dans cet endroit isolé, les hommes restants se rencontraient régulièrement. Mais depuis mi-février 2005, Vladimir Schmidt ne se présentait plus à leurs réunions. Yefimov a décidé de lui rendre visite en personne. Mais en arrivant chez lui, il a découvert que la porte était clouée. Les 2 voisins qu'il a rencontrés l'ont surpris avec leur explication. Vladimir serait simplement parti pour Saint-Pétersbourg, car il en avait assez de la vie au village. Sergueï était stupéfait. Son ami ne s'était même pas dit au revoir. Le tableau devenait de plus en plus sombre. Déjà la 3e personne avait disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs étaient confrontés à une énigme. Les habitants de Podbor devenaient de moins en moins nombreux et personne ne savait où ils avaient disparu. Jusqu'au dernier moment, les agents espéraient qu'il ne s'agissait que d'une série de coïncidences malheureuses. Mais ensuite, une nouvelle est arrivée qui a anéanti tous les espoirs. Dans un étang non loin du village, des habitants ont découvert le corps d'une femme. La victime a été immédiatement identifiée. C'était Lyubov Alexandrovna Baskakova, l'une des rares habitantes restantes de Podbor. Jusqu'à ce moment, elle était présumée vivante. Les experts qui ont examiné les restes ont abouti à une conclusion claire. La femme avait été assassinée. La cause du décès était un grave traumatisme crânien. En d'autres termes, quelqu'un lui avait frappé la tête. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à interroger les habitants restants du village. Ils ont découvert que la maison de Lyubov n'était en réalité qu'une maison d'été et qu'elle vivait elle-même avec sa fille et son gendre à Saint-Pétersbourg. Elle venait presque chaque week-end au village. Lorsque ses parents en ville ont attendu en vain son retour, ils se sont inquiétés. Ils ont demandé à un ami de la famille, qui vivait dans un village voisin, de vérifier la situation. En arrivant à Podbor, il a trouvé la maison vide. La seule autre résidente du village, sa voisine Anna Kuzmina, a semblé surprise et a dit « Tu ne le sais pas, Lyubov Alexandrovna est partie pour Saint-Pétersbourg. » La retraitée se souvenait même de l'avoir soi-disant vue par la fenêtre quand elle quittait le village. Mais l'ami de la famille était certain que Baskakova n'était jamais arrivée à Saint-Pétersbourg. Il a décidé de suivre le chemin qu'elle aurait pris selon Kuzmina et a découvert son cadavre. Cette découverte choquante s'est répandue comme une traînée de poudre dans les villages voisins. Personne ne doutait plus que tous les habitants disparus de Podbor avaient été assassinés. Mais la question cruciale restait, qui avait fait cela ? Au cours de l'enquête, les agents ont découvert un fait inattendu. En 2001, Lyubov, considérée comme une mère et une grand-mère exemplaires, avait déjà été jugée. Sur son terrain, des plants de pavots illégaux contenant des substances interdites avaient été découverts. Les enquêteurs ont examiné la théorie selon laquelle son meurtre pouvait être lié à cette affaire, mais n'ont trouvé aucune preuve. La dernière personne à l'avoir vue en vie était sa voisine Anna Kuzmina. Était-elle impliquée dans l'affaire ? Les agents ont décidé de vérifier le passé de Kuzmina et ont découvert des détails troublants. Anna Vasilievna Kuzmina est née en 1952 à Grozny. Elle a longtemps vécu avec sa mère en Kabardino-Balkarie.
En 1992, elle a été condamnée pour meurtre et a écopé d'une peine de prison de 10 ans. Comme elle avait avoué, la peine a été relativement légère. Après 6 ans, elle a été libérée sur parole. Ensuite, elle s'est installée dans la région de Pskov, a pris un emploi dans un kolkhoz et s'est établie à Podbor. Les habitants du village ne savaient rien de son passé. Personne n'avait peur d'elle. Mais maintenant, alors que les enquêteurs plongeaient plus profondément dans son passé, ils ont demandé des archives. Ce qu'ils y ont découvert a choqué même les agents expérimentés. La veille du meurtre de sa mère, Kuzmina a vendu son appartement et dépensé tout l'argent en quelques mois. Ses proches l'ont accusé d'avoir volé la famille, mais avec le temps, les relations se sont améliorées. Ce jour fatidique, alors que sa mère rangeait devant le miroir, Kuzmina a remarqué un lourd objet métallique sur la table. Soudain, elle l'a saisi et a asséné un coup mortel à sa mère. La méthode du meurtre ressemblait à celle de Baskakova. Les enquêteurs ont compris qu'ils devaient agir rapidement. Comme il n'y avait pas de preuves directes, ils ont présenté un mandat de perquisition et ont exhorté la retraitée à avouer. Elle n'a pas hésité longtemps et a raconté en détail tout ce qui s'était passé dans le village. Pendant qu'elle avouait, les agents ont fouillé sa maison. Un vieux calendrier accroché au mur a attiré leur attention. Il datait de l'année précédente et sur l'une des dates, une croix rouge était dessinée. Lorsque les enquêteurs ont demandé ce que cela signifiait, Kuzmina a répondu calmement « C'est le jour où mon mari est mort ». Les enquêteurs se sont regardés. Après avoir vérifié la période, ils ont découvert que cela s'était produit en novembre 2005. Les aveux ultérieurs de Kuzmina ont mis toutes les pièces du puzzle en place et ont finalement dissipé tous les doutes sur ce qui se passait réellement dans le village. Il s'est avéré que cette femme mince, âgée de 55 ans au moment des événements, avait exterminé tout le village. En 2004, Anna vivait avec Vladimir Ivanov. Au début, ils étaient seulement un couple d'amoureux. Plus tard, ils se sont appelés mari et femme, bien que le mariage n'ait pas été officiellement enregistré. Tout était calme au début, mais après un an, les disputes constantes ont commencé. Une fois, Ivanov a trompé Kuzmina et est rentré tard dans la nuit. Il était agacé par les conflits incessants avec elle, et ce jour-là, ils se sont couchés dans des chambres séparées. Le matin, elle est allée le voir. Ivanov dormait et à côté du poêle se trouvait un marteau. La femme s'est approchée par derrière et l'a tué, tout comme autrefois sa mère. Ensuite, elle a traîné le corps dehors et l'a brûlé dans un poêle en fer. Mais il existe une autre version. Selon certains rapports, Kuzmina a traîné le corps dans le marais et l'y a noyé. Dans tous les cas, après avoir éliminé le corps, elle est rentrée tranquillement chez elle et a inscrit la date sur le calendrier pour ne pas oublier de commémorer son mari. Laissée seule sans argent, Kuzmina aurait pu mourir de faim. Mais ses voisins l'ont aidée, certains avec de la nourriture, d'autres avec de l'argent. Galina Volchichina s'occupait particulièrement d'elle et elle lui rendait souvent visite. Mais en janvier, Galina voulait partir à Saint-Pétersbourg pour rendre visite à ses parents. Le jour du départ, elles ont bu ensemble au bord de la rivière. Le temps était chaud et propice à la convivialité. À un moment donné, Volchichina a constaté qu'une partie de ses économies manquait. Elle a immédiatement soupçonné Kuzmina, ce qui a rendu cette dernière très en colère. Quand Anna est allée dans la pièce voisine, elle est revenue avec un morceau de fil. Elle a étranglé Volchichina et a enterré le corps de son ami dans le sous-sol. L'argent avait effectivement été volé par Volchichina Kuzmina. Quelque temps plus tard, Vladimir Schmidt est venu chez elle. Il était l'un des derniers habitants du village. Schmidt a demandé si Volchichina était vraiment parti pour Saint-Pétersbourg, puis a exprimé ses doutes sur la disparition d'Ivanov. Kuzmina n'a pas nié. Elle est allée calmement dans la maison et est revenue avec une casserole de pommes de terre et un marteau. Après avoir servi le visiteur, elle a dit qu'elle voulait enfoncer un clou dans la clôture. Schmidt ne se doutait de rien. La dernière victime était Lyubov Baskakova. Lorsqu'elle est venue passer le week-end au village, Kuzmina était d'abord heureuse. Elle se sentait seule. Mais ensuite, elle a eu l'impression que l'invité la regardait avec méfiance. Le week-end est passé rapidement et Baskakova a pris le chemin du retour pour Saint-Pétersbourg. Elle avait déjà franchi le portail mais n'a pas remarqué que Kuzmina la suivait. Elle tenait une brique à la main. Après que les enquêteurs ont rassemblé toutes les preuves et indices, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux. En 2006, le procès a commencé et Kuzmina a été condamnée à 21 ans de prison.
C'était la peine maximale qu'une retraitée pouvait recevoir. Le monstre qui avait tué 4 personnes a été emprisonné, et dans le village déjà moribond, il ne restait plus personne. En 2027, elle aurait dû être libérée. Mais en 2019, elle est morte en prison d'une maladie.